Bienvenue à cette capsule de la série À hauteur d'auteur, organisée par la revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Jessie Green, doctorante à l'Université Laval, qui a sélectionné l'article publié en 2017, Une vision élargie de la gouvernance au service de la croissance des entreprises innovantes. Nous avons le privilège d'avoir l'auteur de cet article, Madame Caroline Tarillon, maître de conférence et directrice au Master Entrepreneuriat et Management de projet à IAE Grenoble, pour un échange à hauteur d'auteur avec cette doctorante du champ de l'entrepreneuriat. Jessie, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec l'auteur de l'article que tu as sélectionné. Parfait. Donc, l'article se concentre sur les entreprises innovantes de croissance, qui sont définies comme étant des firmes de moins de 25 ans à fort contenu technologique et avec un haut potentiel de croissance. La recherche utilise une méthodologie quantitative avec des questionnaires obtenus de 253 dirigeants d'entreprises françaises pour analyser leur vision de la gouvernance, l'impact de cette vision sur la mise en place de mécanismes de gouvernance et la corrélation de la présence de ces mécanismes avec la croissance. Donc, l'auteur montre que les dirigeants qui ont une vision cognitive de la gouvernance ont moins tendance à avoir un conseil d'administration et des capital risqueurs, que les dirigeants qui ont une vision coercitive managériale ont plus tendance à mettre en place une équipe de direction et qu'une vision coercitive financière, c'est-à-dire vraiment une vision de contrôle de la gouvernance, est très fortement et très positivement corrélée à la mise en place de tous les mécanismes de gouvernance étudiés. Finalement, l'auteur note que la présence d'un conseil d'administration, d'une équipe de direction et de capital risqueur est favorable à la croissance des entreprises. Et selon les résultats, seule la présence de business angels n'est pas corrélée à la croissance. Donc, personnellement, moi, je m'intéresse à la gouvernance des PME et la gouvernance cognitive en particulier. Donc, c'est un article que j'apprécie beaucoup et auquel je fais régulièrement référence. Parce qu'il présente vraiment une excellente synthèse des théories de la gouvernance. Il place vraiment la gouvernance cognitive au centre de la gouvernance d'entreprise. Et en tant que chercheur axé sur les méthodologies qualitatives, moi, je m'intéresse toujours à ce qu'il peut y avoir derrière les conclusions d'une recherche quantitative comme celle-ci. Est-ce que les dirigeants qui ont une vision coercitive financière sont simplement plus ambitieux, plus axés sur la croissance, donc ils ont été prêts à accepter des conditions de contrôle plus resserrées? Est-ce que les investisseurs qui apportent le plus de capital sont les plus enclins à mettre en place des mécanismes de gouvernance coercitifs? Bref, les résultats de la recherche soulèvent beaucoup de questions pour moi, autant au niveau de qu'est-ce qui se passe derrière les chiffres que au niveau des théories. Est-ce qu'on devrait re-questionner les théories de la gouvernance? Donc, en lien avec ça, ma première question, c'est la théorie cognitive de la gouvernance est axée sur la création de valeur, sur le développement des compétences. Pourtant, vous écrivez que plus les dirigeants ont une vision cognitive de la gouvernance et moins ils ont tendance à mettre en place un conseil d'administration. Moi, j'aurais vraiment pensé le contraire, que les dirigeants avec une vision cognitive seraient plus enthousiastes à l'idée de mettre en place des mécanismes de gouvernance, tandis que les dirigeants avec une vision cognitive seraient plus appréhensifs, qui craindraient les mécanismes de gouvernance parce que ce serait associé à une perte de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Merci Jessie pour cette présentation de l'article et pour ces premières questions. Et avant de répondre plus spécifiquement à la première question que vous avez posée, je voudrais juste revenir sur une remarque plus générale en lien avec les questions que vous avez posées juste avant et le lien avec la méthodologie quantitative et qualitative pour étudier cette problématique de la gouvernance. En effet, je pense, et je m'intéresse à cette question depuis assez longtemps, et aujourd'hui, je pense que la vision de la gouvernance du dirigeant, elle est très liée finalement à ses motivations personnelles et notamment à sa motivation à faire croître son entreprise. Et d'ailleurs, pas seulement la croissance réelle de l'entreprise, mais vraiment ses motivations pour la croissance. Et du coup, si on remonte encore, ces motivations et ces objectifs sont pour moi aussi liés aux représentations qu'ont les dirigeants du succès de la start-up en elle-même. Et on va donc se poser des questions telles que qu'est-ce que le succès pour le dirigeant, tout simplement, quel concept peut-il y associer, quels moyens pour lui pour parvenir à ce succès.
Et pourquoi je vous explique ça? C'est parce que finalement, l'idée ici, c'est de se dire qu'on parle vraiment de ce qui est dans la tête du dirigeant, de ce qu'il pense. Et finalement, il n'y a rien de très objectif là-dedans. Ça reste très subjectif, ce qu'il a dans la tête. Et donc, pour revenir sur ces méthodes quantitatives et qualitatives, pour moi, les méthodes quantitatives, c'est un moyen très utile pour comprendre la base des logiques de pensée, je dirais, à plus grande échelle. Et c'était l'objectif dans cet article, c'est d'avoir une base. Pour autant, je les complète ensuite par des méthodes qualitatives qui permettent justement d'enrichir la réflexion et de mieux comprendre les représentations de chacun. Et donc, je dirais quand même que l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à une méthodologie quantitative, mais j'apprécie de mobiliser les deux pour compléter justement l'analyse. Et en ça, je vous rejoins dans vos commentaires. Et si je reviens maintenant à la question en elle-même plus spécifiquement, je la trouve très intéressante car finalement, elle va un petit peu à contre-courant des implicites de la littérature en gouvernance, ce qui en fait, selon moi, un point intéressant à creuser. C'est quelque chose, en tout cas, la manière dont vous la posez, sur laquelle je ne m'étais pas encore penchée de cette manière-là, mais je trouve ça vraiment intéressant. Sur un plan théorique, le postulat de départ, comme vous le savez dans la littérature, sur la gouvernance, c'est plutôt que le conseil d'administration a pour rôle de limiter les coûts d'agence au travers de mécanismes de contrôle. Je fais très simple, mais c'est l'idée. Et donc, du coup, il est plutôt a priori considéré comme un mécanisme coercitif, c'est-à-dire contraignant pour les actions du dirigeant. En tout cas, c'est au départ ce qui est considéré. Et finalement, c'est en partant de cette base que j'ai construit la réflexion de l'article dont on parle aujourd'hui. Il semble que les résultats vont dans ce sens puisqu'ils montrent que les dirigeants doivent accepter un certain niveau de contrôle dans leur gouvernance pour soutenir la croissance au travers d'un conseil d'administration. Pour autant, votre question m'a fait penser qu'il serait intéressant de mener une recherche avec un postulat de départ opposé. Et finalement, ce n'est pas forcément ce que j'ai fait, à savoir que le conseil d'administration est plutôt là pour apporter des ressources et compétences en premier et d'interroger explicitement les dirigeants là-dessus. Ça, c'est vraiment la partie théorique de la chose. Et si je me penche plus sur la partie empirique ou la version de terrain, je discute régulièrement avec des entrepreneurs comme vous. Et lorsque j'échange avec eux, je me rends compte qu'ils ont souvent une représentation très contraignante du conseil d'administration. Et ceci vient peut-être d'ailleurs des postulats théoriques qu'on a évoqués juste avant. Et donc, c'est peut-être rentrer dans la pensée commune, ce côté contraignant du conseil d'administration. Et donc, je pense que les dirigeants qui ont une vision cognitive de la gouvernance et qui cherchent à acquérir des ressources et compétences, ils vont peut-être avoir plutôt tendance à mobiliser d'autres mécanismes qu'ils vont appeler autrement, comme par exemple un comité stratégique ou un comité scientifique, plutôt qu'un conseil d'administration, puisque ces mécanismes-là n'ont pas cette connotation contraignante. En tout cas, c'est la vision que j'ai eue en lisant votre question. Ça répond en fait aussi en partie à ma deuxième question qui était qu'est-ce que les dirigeants avec une vision cognitive font pour, en fait, excusez-moi. Non, ma question c'était qu'est-ce que les dirigeants avec une vision coercitive financière vont faire pour développer leurs compétences? Est-ce qu'ils ont des mécanismes alternatifs? Je trouve qu'effectivement, cette question, elle est pertinente aussi. Et de la même manière que la première, elle m'a fait réfléchir à des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé jusqu'ici. C'est aussi le but de ces discussions. Et effectivement, je pense que les dirigeants qui ont une vision dite coercitive financière de la gouvernance, ce n'est pas pour autant qu'ils ne cherchent pas à acquérir des ressources et compétences. Ça, c'est la première chose. L'idée quand même, je pense, derrière ça, c'est que, à mon avis, chaque dirigeant a vraiment ce que l'on pourrait appeler une vision, on va dire, mixte, entre guillemets, de la gouvernance. Je pense du coup qu'ils peuvent tout de même chercher à acquérir ces compétences par le biais de la gouvernance. L'idée derrière ça, c'est qu'il n'y a peut-être rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et ce n'est pas parce qu'un dirigeant accepte ou désire accorder un rôle coercitif financier à ses actionnaires ou à ses mécanismes de gouvernance qu'il n'accordera peut-être pas aussi un rôle cognitif d'apport de ressources et de compétences, même si ça reste marginal. Et c'est là peut-être du coup toutes les limites d'une étude quantitative telle qu'elle est faite dans cet article-là, qui met en lumière la vision principale des dirigeants, mais qui permet moins de rentrer dans la complexité de leur pensée. Et ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'une méthodologie qualitative, et notamment celle que j'ai mobilisée par la suite,
permettrait de nuancer ces propos-là et de voir un peu plus le gris dans le processus. Donc ça, c'était la première partie de ma réponse à cette deuxième question. Et la deuxième partie, qui est quelque chose à laquelle j'ai pensé alors que je n'avais pas forcément réfléchi à ces questions-là avant. Je pense qu'il serait effectivement intéressant de coupler dans de futures recherches la vision de la gouvernance et les moyens d'apprentissage des dirigeants. En effet, la question est assez intéressante parce qu'elle appelle à se demander par quels moyens, autres que la gouvernance interne, telle qu'on l'évoque depuis tout à l'heure au travail d'un conseil d'administration, d'un comité stratégique, les dirigeants peuvent acquérir des compétences. On pourrait parler d'intégrer des réseaux de dirigeants, d'intégrer des incubateurs ou d'être accompagnés par des experts. Et donc, ça serait intéressant de mixer ces deux points-là. Même si, in fine, on pourrait quand même se dire que ces mécanismes d'apprentissage pourraient sans doute aussi être considérés comme des mécanismes de gouvernance impliquant des parties prenantes externes cette fois-ci, puisque ces mécanismes-là ou ces types d'interactions peuvent influencer les décisions prises par les dirigeants et que finalement, ça reste la définition de la gouvernance qui, j'imagine, nous anime toutes les deux, celle de Charot, qui explique bien que les mécanismes de gouvernance sont ce qui influence les prises de décision des dirigeants. Merci, ça répond très bien. Parfait. En tout cas, merci beaucoup parce que ça a vraiment évoqué de nouveaux questionnements. C'est intéressant d'avoir une vision autre que la mienne, puisque parfois on est dans son idée et ces questionnements ont vraiment soulevé de nouvelles idées. Donc, je pense que c'est en soi très intéressant d'en avoir discuté. Super, merci. Merci beaucoup à vous deux, hein, Jessie et Caroline. Ce fut un bel échange hein, avec beaux questionnements autour du thème de la gouvernance hein, au sein des PME. Il y a peut-être plusieurs perspectives théoriques que les auditeurs pourront découvrir et emprunter. Et puis, à ce moment-là, ben, on invite tout le monde à consulter l'article hein, de Caroline qui avait été publié en 2017 et qui se trouve en lien également sur nos réseaux sociaux. Donc, merci encore pour le bel échange, la belle discussion et au plaisir de se recroiser dans un autre contexte. Merci pour l'invitation. Merci.